Je vous remercie d'être ici pour écouter cette présentation-là qui va porter sur l'utilisation des données du portail Gérer ma douleur à des fins pédagogiques. Comme j'ai déjà été présentée, je ne reprendrai pas les présentations, mais ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Dans un premier temps, je voudrais souligner que j'ai eu du financement pour ces projets-là dont je vais vous parler. Premièrement, une subvention de démarrage du réseau, mais aussi plus récemment une subvention du CRSH au Fonds de développement savoir. Je ne travaille pas seule, je travaille vraiment avec une équipe diversifiée, comme vous pouvez le voir ici. On a des co-chercheurs, des collaborateurs, des patients partenaires, évidemment, puis des étudiants au doctorat qui sont en train de débuter, je dois dire, leurs travaux. Puis en grisé ici, on a des gens là, qui vont joindre à l'équipe dans les prochaines semaines, mois. Donc, les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter des prototypes, parce qu'on est vraiment au stade de prototype, nous, en ce moment, d'outils technologiques qui vont permettre de guider les parcours d'apprentissage des patients atteints de maladies complexes, mais aussi d'orchestrer la collaboration interprofessionnelle qui est nécessaire autour de ces parcours-là. Donc, quand on parle de maladies complexes, on parle beaucoup ou on ne parle pas assez de courbes d'apprentissage, des courbes d'apprentissage pour les patients, mais aussi pour les proches qui vont devoir apprendre à propos de la maladie, à propos des stratégies d'autogestion, à propos des soins qui peuvent être considérés, mais aussi à propos de comment devenir un collaborateur efficient dans son parcours d'apprentissage des soins, mais aussi dans son parcours de soins. Évidemment, tout ça va varier en fonction des différents contextes de vie des patients, puis aussi de l'atteinte, de la complexité de la maladie. Les communautés en ligne peuvent aider, mais peuvent aussi beaucoup nuire. C'est probablement pas une surprise pour vous d'apprendre que Dr Google ne peut pas toujours être aussi aidant qu'on l'espérait quand on est pris avec la nouvelle, entre autres, l'annonce d'une atteinte complexe. On a besoin de pouvoir trier l'information, de pouvoir savoir à quelle information on peut se fier, de pouvoir sélectionner, puis justement de ne pas augmenter l'anxiété qui vient avec l'annonce de cette maladie-là. Le portail Gérer ma douleur, que vous connaissez peut-être, vise justement à faire un premier tri, à permettre un premier tri des ressources ou un nombre de ressources important, on l'a dit en introduction, est déjà sélectionné par une équipe d'experts interprofessionnels qui ont mis les ressources à disposition dans ce répertoire-là, qui présente des ressources à l'attention du patient, des proches, mais aussi des professionnels. Les ressources peuvent être triées en fonction de qui on est, patient, proche, professionnel, de ce qu'on préfère. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est la petite touche pédagogique qui a été ajoutée ici. Donc, on veut que dans le cas du projet dont je vous parle, on s'est vraiment concentré plus sur les patients. On veut qu'ils puissent spécifier s'ils veulent, ils désirent s'informer au sujet de la maladie ou d'une stratégie ou d'autres sujets en lien avec la maladie. Si aussi ils désirent plutôt passer à l'action puis développer des habiletés, des attitudes, des stratégies pour apprendre tranquillement à l'autogérer, ou si plutôt un niveau, là j'ai deux niveaux qui sont inversés ici, désolé, mais le niveau d'intégration qui vise vraiment l'intégration d'un ensemble de stratégies et de ressources pour pouvoir mieux autogérer la maladie.
On a un aperçu ici de ça, à quoi les ressources peuvent avoir l'air une fois qu'elles sont présentées. Donc, il y a différents thèmes qui ont été identifiés par l'équipe d'experts. On voit sur quel thème porte la ressource. On voit aussi son type. Ici, on voit que c'est une ressource vidéo qui dure 7 minutes, mais on voit aussi l'intention pédagogique derrière la ressource. Donc, ici, c'est une ressource qui vise à s'informer. D'avoir des ressources comme ça, c'est bien, c'est vraiment utile, mais au fil de nos interactions avec les patients qu'on a consultés, on a réalisé qu'il y avait besoin d'une couche supplémentaire d'accompagnement, d'un peu plus de guidance, puis de stratégie aussi pour maintenir leur motivation, tant dans le parcours d'autogestion que d'apprentissage d'autogestion. Donc, on a mis sur pied le projet Force 3 qui a été financé par le RQRD, qui visait à trouver des stratégies pour utiliser les données du portail, mais surtout du répertoire de ressources, parce qu'en ce moment, c'est principalement un répertoire de ressources pour les utiliser à des fins pédagogiques. Vous avez ici là, les membres de l'équipe qui ont travaillé à ce projet-là avec moi. J'ai peut-être encore pas ça. C'est principalement les mêmes personnes que je vous ai identifiées au début qui travaillent sur l'ensemble des deux projets. Le projet Force 3 avait deux buts principaux. Le premier, de trouver des moyens de personnaliser et d'améliorer le parcours d'apprentissage des apprenants, ici les patients, puis de guider l'amélioration continue de l'offre de ressources dans le portail, donc de guider les gestionnaires du portail dans les choix qu'ils ont à faire sur les ressources à offrir. Pour le premier but, donc l'amélioration du parcours d'apprentissage, on a développé un plugin ou logiciel en français qu'on a intégré directement au parcours, qui s'appelle Mon parcours en français. Donc, lui, ce plugin-là permet aux apprenants, aux patients de choisir des parcours qui éventuellement pourraient avoir été préfabriqués par une équipe interprofessionnelle, des parcours avec des buts spécifiques. Là, pour l'instant, on est au stade de prototype, c'est des parcours bidons qu'on a dans notre système. C'est vraiment pour faire nos tests qu'on les a développés. Mais éventuellement, ça pourrait être des parcours composés par des équipes interprofessionnelles. Quand le patient ou l'apprenant vient choisir un parcours, il peut sélectionner parmi une liste, puis il a accès à une description, aux buts qui peuvent être atteints en suivant ces parcours-là. Ils peuvent aussi personnaliser les recherches en fonction des différents thèmes que je vous ai déjà identifiés. Si je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a deux façons de parcourir un parcours, en fait, on peut le parcourir au fil de ressources qui sont identifiées comme pouvant permettre d'arriver à ses fins dans ce parcours-là, mais on peut aussi le parcourir en fonction de compétences qui sont identifiées qu'on veut que l'apprenant ou le patient puisse développer. Ici, on a des exemples, analyser ma relation avec la douleur, collaborer à mes soins, évaluer ou ajuster ma gestion de soins. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, j'ai une étudiante, Mme Fatou Sek, qui a travaillé sur un profil de compétences que j'ai retravaillé après, mais on a identifié différents niveaux de compétences. Donc, on est allé au plus simple, là, débutant, intermédiaire, avancé. Puis, on a formulé des composantes de compétences et des sous-composantes de compétences qui, les X ici, déterminent qu'on peut avoir des activités d'évaluation ou d'auto-évaluation, dans notre cas, de ces sous-composantes-là dans les parcours. Je vais y revenir à ça. Donc, l'idée principale qu'on retient pour aujourd'hui, c'est de pouvoir spécifier dans les métadonnées de chacune des ressources qui sont dans le portail quelles composantes de compétences peuvent être travaillées avec cette ressource-là, mais aussi quel niveau peut potentiellement être atteint par l'intermédiaire de la ressource. On a développé aussi, en lien avec ça, des carnets un carnet d'autogestion de la douleur qui peut être utilisé par le patient, qui est pour l'instant exportable en PDF ou en Word, qui peut permettre d'avoir quelque chose
une base sur laquelle interagir avec les professionnels qui éventuellement pourraient contenir un langage commun ou des références communes là, dans l'éventualité où les professionnels étaient utilisateurs aussi de la plateforme. Ici, j'ai un exemple de questionnaire, c'est vraiment un prototype, mais quand il y a une réponse qui est entrée, c'est en lien avec les niveaux dont je vous ai parlé plus tôt. Puis, l'apprenant est amené dans un carnet d'autogestion où il peut soit préciser ses réponses de manière audio ou écrite. On a exploré aussi un système de badge que l'apprenant peut activer ou non. On a derrière ça une grille qui nous permet de débloquer des badges. Là. Donc, on a, vous comprendrez que c'est en lien avec nos 3 niveaux encore. L'apprenant peut décider d'activer ou pas le système de badge. Il peut décider de viser des badges plutôt que des compétences. Donc, c'est intimement lié. Mais il peut aussi collectionner les badges au fil de ses parcours d'apprentissage, d'autogestion, puis ça lui permet de communiquer ce qu'il est capable de faire, puis ce sur quoi il y a encore du travail à faire. Le deuxième but du projet Force-toi était de guider l'amélioration continue de l'offre de ressources, comme je l'ai dit. Vous avez ici un schéma qui représente les apprenants, les patients, qui interagissent avec le portail. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un LRS, Learning Report Store, dans lequel on collectionne des données d'interaction qu'on réutilise pour pouvoir améliorer les parcours d'apprentissage des patients, des apprenants, mais aussi pour améliorer l'offre au sein du portail. Derrière le portail, vous voyez qu'il y a un répertoire de ressources, des ressources variées de différents types, mais il y a aussi le plugin qui permet de choisir des parcours d'apprentissage, de suivre le développement des compétences, de suivre la complétion des ressources ou l'évaluation. Dans le cas qui nous occupe, c'est toujours de l'auto-évaluation parce qu'on n'a pas de professionnels qui interagissent dans le système encore. Mais le plugin permet de suivre ça, puis pourrait permettre à des professionnels de suivre éventuellement le développement des compétences d'autogestion. Les rapports qu'on peut utiliser, que le système produit, qui peuvent être utilisés par les gestionnaires du portail, sont des rapports qui peuvent permettre de faire le lien entre les compétences, les composantes de compétences travaillées puis les ressources disponibles, donc d'identifier éventuellement des trous dans l'offre de ressources, ce qui permet de prioriser les développements. Mais on a aussi ajouté la possibilité pour des patients d'aimer des ressources. Donc, on peut faire des liens entre les ressources qui ont été aimées par les patients puis les ressources qui ont été efficaces pour atteindre un certain niveau de compétence. On peut aussi faire des liens entre les tags qu'on a mis, donc là, les métadonnées, comme on avait catégorisé la ressource, et les niveaux atteints selon l'autogestion, donc de vérifier si une ressource est sous- ou surestimée. On peut aussi vérifier si les patients ont eu accès aux ressources par l'intermédiaire de parcours d'apprentissage ou directement dans le répertoire à la pièce. Les prochaines étapes vont nous amener à nous concentrer dans le projet de CRSH sur l'optimisation de la collaboration interprofessionnelle, puis sur comment on peut mieux engager le patient en tant que collaborateur actif. On va se concentrer dans ce cas-ci sur la COVID longue. Pourquoi? Parce que les besoins, tant pour les professionnels que pour les patients sont immenses. Puis on a eu des demandes à cet effet-là, mais il faut que je souligne que c'est pas les outils qu'on développe ne sont pas spécifiques à une atteinte complexe en particulier. On veut qu'ils soient réutilisables. Donc, l'idée, c'est de revenir après avec la douleur chronique puis d'en refaire une deuxième itération. Puis c'est de développer des outils qui pourraient être aussi utilisables pour d'autres maladies. Donc, on l'a dit, il y a un besoin de collaboration interprofessionnelle qui est fort. Quand on collabore, on est mieux de savoir ce que les autres sont en train de faire pour être sûr d'avoir une action qui est efficace
dans le but commun, dans le même but qui est d'aider les patients à gérer puis à autogérer la maladie. On sait qu'il y a différentes cultures professionnelles, il y a différents contextes de pratique aussi. Il y a des différences dans les contextes de vie des patients, des variations aussi dans les complexités des cas. Comme toutes ces connaissances-là doivent être utilisées par des gens qui ne les possèdent pas nécessairement, on tente de développer des outils qui vont aider à avoir accès à ces connaissances-là en utilisant l'informatique. Donc, on rappelle que ce qu'on veut, c'est que le patient puisse apprendre à propos de la maladie, mais à propos aussi des rôles et des responsabilités des différents professionnels avec qui ils vont collaborer. Mais on veut aussi que les différents professionnels impliqués dans les traitements puissent avoir une base commune pour comprendre les objectifs du patient, ses parcours d'apprentissage, mais aussi ce que les autres professionnels sont en train de faire parallèlement à leur travail dans le but d'améliorer les conditions de vie du patient. Ce qu'on développe pour aider ça, c'est des bases de connaissances qui sont utilisées par nos plugins de suivi du développement des compétences, d'autogestion ici, de guider les parcours d'apprentissage, puis de guider les interactions des différents intervenants. Les pistes qu'on est en train d'explorer sont l'ingénierie ontologique. Puis là, je n'entrerai pas dans les détails ici, mais c'est une base qui permet de peupler des bases de connaissances avec des connaissances qui peuvent être réutilisables par les différents utilisateurs, mais aussi par des systèmes conseillés qui pourraient éventuellement conseiller tant le patient, le proche que les professionnels sur la base de ce qui a déjà fait consensus dans la littérature. J'ai des étudiants qui vont travailler sur comment on peut tirer profit de ce qui est déjà reconnu, mais aussi des avis qui pourraient être préparés par une équipe interprofessionnelle. Ces travaux-là sont basés sur des travaux antérieurs là, qui ont déjà été publiés dans la revue Computers in Education. Les modèles qui sont envisagés ou en cours de construction sont des modèles à propos de comment on peut structurer des modèles à propos de la maladie et de ses conséquences. On a vu un bel exemple juste avant ma présentation, des modèles de patients ou des modèles des proches aussi. Il y a différents types de proches quand même qui peuvent être aidants. Des modèles au sujet des variables interprofessionnelles. Si vous allez peut-être entendre parler de l'environnement numérique spécial, c'est le projet qu'on est en train d'entamer, spécial pour scénarisation pédagogique en ligne collaborative qui intègre des alternatives et des liens. Les liens qu'on cherche à utiliser sont des liens entre les outils d'intelligence artificielle, la scénarisation pédagogique ou la planification des parcours d'apprentissage, mais aussi l'environnement au sein duquel les patients évoluent. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir.